Je voulais parler un petit peu de lecture numérique. Ça semble un peu nul. Tout le monde la dégomme, la lecture numérique. Ou alors on dit comme si on était des espèces de religieux, de pratiquants de je sais quoi. Bon, c'est plus simple que ça. De toute façon, ça s'oppose pas. Il suffit de voir ce qu'il y a au-dessus. Par exemple, si je prends le rayon Lovecraft qui est là, ça c'est un bouquin à moi qui arrive, dessin de Philippe Cogniet, c'est à l'atelier contemporain François Bon, mais on en parle bientôt, c'est en avril. Regardez mes Lovecraft. Un petit peu une rareté. Dernier jour de Lovecraft. Un des rares que j'avais acheté en papier, le premier je crois à Providence, une espèce de compile américaine, c'est bien, il y a de quoi faire, simplement les illustrations sont d'une naïveté, le truc, on s'en fiche. Rareté, monde papier, vous voyez, avec tous les rabats et tout, et tous les textes un petit peu difficiles à trouver. Et puis ensuite, tenez, regardez, la biographie de référence, I Am Providence, de Yoshi. Ils sont beaux mes bouquins, vous voyez, ils sont tout neufs. Pourquoi ils sont tout neufs? Parce que je l'ai aussi en numérique sur le Kindle, et puis que finalement je suis toujours à le lire soit sur l'ordi, soit sur le Kindle, c'est ça dont il faudrait parler. Puis finalement je me sers jamais de la collection papier. Quelquefois on n'a pas la disposition. Par exemple, la très belle correspondance avec Robert Howard, là on essaie de monter un truc de traduction collective. Bon, mais là, non, là j'ai que les bouquins papier. Ça, c'est des trucs qu'on trouve chez les bouquinistes. Après, c'est d'autres questions, même pas. Si par exemple, je prends le petit opuscule que je vais pas le trouver. Si, voilà, Private Life of H.P. Lovecraft par son épouse Sonia Davis. C'est 40 pages. Bon, je les ai traduites, mises en ligne sur mon site. C'est compliqué la relation, mais par exemple, regardez toute cette série qui est essentielle pour nous quand on travaille sur Lovecraft, Collected Essay, philosophie, autobiographie, ces textes critiques littéraires, tout cet univers sur la naissance des Wild Story, ces essais de journalisme amateur, tous ces trucs sur ces textes de voyage, je suis sur la science, voilà, qui est là, et tout ça, pourquoi aussi j'y touche plus les bouquins? Je les ai en PDF, ils sont tous dans l'ordinateur avec des recherches plein texte. Allez, c'est pas pour parler de Lovecraft. La première fois que j'ai lu en numérique, ma première machine à lire numérique, la voilà. J'avais acheté cette petite Sony à New York, c'était l'été 2008. Autant vous dire qu'à l'époque, quelques rares personnes comme Roger Pirot avaient déjà des Kindle, ça c'est mon deuxième ou troisième. Mais on n'avait pas encore vu arriver ces appareils. Regardez comment elle est cette vieille Sony. Bon, elle marche plus, mais bon, c'est unique, c'est l'écran qui marche plus. Il y a des espèces de rayures, mais ça fait une espèce de mondrian, j'aime bien. En tout cas, je la garde, j'y suis attaché. Pourquoi j'y suis attaché? C'était pas facile de se la procurer. Il fallait, je l'ai trouvé dans South Manhattan, dans une librairie, attention, pas dans un Best Buy qui les vendait pas encore. Et l'esprit, vous voyez, regardez, la couverture, celle du livre, d'ailleurs une espèce de faux cuir plastifié, de l'aluminium brossé, un dos arrondi, et puis toute une espèce de manip. Il y a 10 boutons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, qui servent comme ça à se déplacer, soit dans les chapitres, soit dans les pages. Une petite tourne de page avec des trucs comme ça. Une roue molletonnée, un bouton pour les menus. Celle-ci, je me souviens plus, mais ça devait être justement pour avancer aussi dans les chapitres. Donc, un outil extrêmement compliqué avec toutes ces deux roues, 2, 3, 4, 5, 7, 17 boutons, la possibilité d'écouter de la musique, un antivol, USB qui le recharge, un très beau poussoir comme ça, ce qui est souvent la faiblesse chez les autres modèles. Et puis je m'en suis servi quand même plus d'un an, intensivement. Par quoi je l'ai remplacé en arrivant au Québec? Donc c'était au mois d'août
2009, l'ami Clément Laberge reconnaîtra, on s'était acheté la même, c'est lui qui m'avait transmis celle-ci. Qu'est-ce qu'elle a? Est-ce que je l'ai toujours Non, il y avait un petit stylet d'accrocher avec, mais je le trouve plus. Encore toujours pareil, ce goût comme ça, des choses, des arrondis, la possibilité de mettre du coup des cartes SD dans des slots. Du coup, la bibliothèque pouvait être quasiment infinie. Toujours cette relation tactile et solide comme ça pour le bouton. Toujours la prise casque. Non, elle est ici en dessous. Je sais pas ce que c'était ce truc. Ah oui, aussi simplement c'est les deux pivots aussi pour ça, pour la mettre en reliure, mais tout d'un coup, le nombre de boutons a considérablement décru. Un truc d'option, le truc pour revenir. Celle-ci, c'est juste, il faudrait la recharger. Elle marche, mais simplement, je suis un peu nouille. J'ai plus le mot de passe. Elle me demande un mot de passe quand je l'ouvre. Et faute de ce truc, j'arrive plus. Par contre, mais où est ce fichu stylet? Ouais, le voilà, regardez. Je l'avais, il se glisse comme ça, c'est tout, c'est joli et tout. Et avec ce stylet, on pouvait tout simplement gribouiller des notes manuscrites. Et donc, c'est ce même miracle. À la fois, on a une bibliothèque transportable, infinie, un outil de lecture qui se recompose comme le livre de sable de Borges, c'est-à-dire que la page change tout le temps, mais simplement, elle peut venir de tous les livres possibles. Et puis, celle-ci, c'était rendre autonome un calepin qui permet à la fois d'écrire et de lire, d'annoter. Qu'est-ce qu'on travaillait à l'époque sur comment rendre partageables les annotations, comment exporter les annotations sur l'ordinateur. Un monde, littéralement, s'ouvrait à nous avec ces outils. Elle est légère, elle est fine. Oui, quelque part, on regrette, mais vous voyez, c'est ça qu'on avait dans la tête. L'idée que on disposait, c'est marrant, j'ai presque arrivé à me voir dans la caméra, même si j'ai dit qu'aujourd'hui je me montrais pas. Arriver à disposer comme ça de quelque chose d'aussi beau que ce à quoi nous autorise comme ça la beauté ou le goût des livres. Eh ben, j'étais 1 an à Québec. C'est-à-dire que là-dessus, j'avais mis déjà tout ce qu'on trouve comme ça, cette bibliothèque. J'avais tout Balzac, tout Flaubert, tout Stendhal, tout Montaigne, tout Jules Verne, etc., etc. Vous croyez que j'en ai pas profité pendant 1 an alors qu'on avait déjà dépensé quasiment 3 ou 4 fois le prix de cette petite bécane pour envoyer 2 malles en ferraille comme ça remplis de bouquins pour notre année, que là je vais avoir comme ça la totalité de cette bibliothèque là-dessus. Mais voilà pourquoi on y a cru, nous, à quelque chose qui n'allait pas se substituer au livre, qui de toute façon dialoguerait en permanence avec le livre, mais qui en tout cas avait ce même rapport comme ça d'objet autonome pour nous permettre de lire avec un support numérique de la même façon que l'ordinateur, l'appareil photo, la musique qu'on écoute, tout ça était passé en numérique. Les deux Sony. Après, le grand méchant loup Kindle, j'ai eu un premier Kindle, ce qui était pas rétroéclairé. Celui-ci, l'avantage du Paperwhite, comme toutes les machines de cette génération, revient à la page garde, c'est que évidemment, la luminosité de l'écran correspond à la luminosité ambiante et que, vous savez, ce principe-là, c'est-à-dire une toute petite feuille très fine avec des petites bulles blanches et noires. Quand on tourne la page ici, ça fait partie, c'est le guide des cités obscures de Schuiten. C'est pas forcément un truc qui est prévu pour être lu sur Kindle, mais oui, mais même ça, qu'est-ce qu'on en profite? L'avantage, c'est que à chaque tourne de page, vous voyez, il suffit de déclencher comme ça, toucher à droite ou à gauche, il n'y a plus de bouton sur le Kindle, il y a juste le petit bouton de mise en marche qui est ici, et tout se fait comme ça de façon tactile. Et une fois que ces petites billes à chaque tourne de page se sont déployées comme ça sur la nouvelle page, l'appareil ne consomme plus d'électricité, ce qui fait que ce truc-là, vous pouvez le recharger une fois tous les 2 mois, à condition de débrancher la Wi-Fi et tout ça, mais
c'est quand même ça aussi le prodige. Et à quoi ça ouvre, c'est que cette petite feuille très fine avec ses petites micro-billes, en elle-même, elle peut être souple, se chiffonner, se mettre en sphère, se mettre dans la poche du pantalon, et en fait tout le reste de l'appareil, là, qu'est-ce que le plastique peut être beau et noble au contact s'il est traité comme tel. Cet appareil, enfin cette fonction comme ça, de le rendre raide et de le mettre comme ça au format du livre, mon vieux Saint John Perse qui traîne par là, vous voyez, on est exactement à la même taille. Tiens, ça va permettre de parler de l'épaisseur. Ce sont simplement des choses qui ne tiennent pas à l'appareil, mais simplement à nos propres présupposés. Regardez par exemple ici, j'ai mon petit quart-livre Rabelais de 1792. Et si je compare mon petit Rabelais 1792 avec la taille de mon iPhone, on a exactement le même format. Et donc cette question comme ça de taille de lecture écran, toutes ces choses-là, ce sont des choses aussi qui tiennent vraiment à l'époque et non pas à des valeurs absolues de la question de lecture. On peut très bien s'absorber dans une lecture complète avec un simple téléphone. C'est un des problèmes qui en ce moment bouleverse un petit peu l'économie de tout ça. La question de l'épaisseur. C'est vrai que si je cherche Saint John Perse, instinctivement, je sais que là, j'aurai les poèmes de jeunesse, que là, je vais voir ces grands textes, avec ce paradoxe de Saint John Perse, que les grands textes, ils font quoi? Les exils, ça fait 20 pages. Est-ce que ça c'est pour ça que personne ne comprend rien à Saint John Perse dans Poésie Gallimard, puisqu'ils ont fait des espèces de compiles, alors que ces textes-là sont des livres tout entiers, très très fins comme ça. La notion de format, évidemment, elle a aussi, c'est pas le numérique qui l'a fait évoluer, c'est notre rapport à la littérature qui le fait évoluer. Et puis, je sais que si je veux aller dans les textes d'hommage, ce sera vers la fin, et puis que j'ai l'appareil de notes comme ça, et le pouce connaît, et vous savez qu'on a cette mémorisation qui est éduquée pour des gens comme moi sur toute une vie, depuis le premier truc, de savoir que quand on balaye comme ça, quand l'œil balaye en permanence la page écrite, et que 14 fois par seconde, il y a cette espèce d'incrément mental comme ça qui est de chercher un point fixe comme ça de l'image balayée pour reconstituer mentalement comme ça le déroulé linéaire. Qu'est-ce que c'est mystérieux, ces principes de la lecture, mais ça date de l'époque de Diderot, de l'encyclopédie, de savoir comment on règle les points d'ancrage, comment la question de l'importance des marges, la question des métadonnées associées à une page, la numérotation, les sous-titres de l'ensemble, les marques comme ça qui marquent des blocs, les questions liées à la séparation ou l'autonomie des paragraphes. Ce texte s'appelle strophe, c'est pas par hasard, et donc notre mémoire, elle est à la fois latéralisée. On se souvient qu'un texte sera plutôt en bas à gauche ou en haut à droite, et que le pouce lui-même est un index, et que à la fin du livre, en tête du livre, si on est dans un ensemble anglo-saxon, d'ailleurs tiens, je découvre que Saint John Perse avait résisté, il avait mis une espèce de synopsis en tête du livre, mais à la fin, une table des matières, qu'est-ce qu'on est habitué à les lire comme ça. Or, avec le numérique, on lit plus de la même façon. On ouvre l'outil dont je me sers en ce moment en permanence, c'est mon petit iPad. Tire-toi, je sais pas ça, mais je me sers aussi de cette appli Kindle. Pourquoi elle est commode? Je pas de la pub, peu importe, que vous achetiez à l'endroit où vous achetez vos bouquins directement sur Immatériel ou à la Fnac, ou si vous avez une Kobo ou dans n'importe quel marchand. Moi, je m'en sers beaucoup aussi en cours. Je fais plus jamais un cours sur un texte sans qu'en même temps, comme j'ai la même application sur le Kindle, sur l'iPad et sur l'ordinateur, sans que sur le mur, j'affiche comme ça sur un très très grand format les textes dont je parle. Mais comment je me repère dans un texte? Évidemment, il suffit que je touche là en haut,
haut, et ici là j'ai mes options d'affichage, ici j'ai la construction du texte, viens ici, on est chez Maupassant, et puis j'ai tout simplement, normalement, comme Maupassant, c'est une édition de rien du tout, c'est une espèce de gros vrac qu'on achète pour quelques centimes, quelques euros chez des margoulins qui font ça un peu n'importe comment, mais au moins on a un Maupassant complet. Soit vous cherchez comme ça par les titres et ce qui est l'image numérique de la table des matières, soit simplement vous allez appuyer sur votre petit bouton recherche, vous allez chercher, vous entrez un mot quelconque, et tout de suite l'appareil vous sort les occurrences de ce mot sur la totalité de l'ensemble. Là j'ai mis rock, et puis voilà directement la petite rock dans son texte. D'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas tant que ça le nom rock dans le texte concernant la petite rock, et très très vite on en prend l'habitude, c'est-à-dire que de la même façon que sur internet on a ce réflexe comme ça de ne plus mémoriser des contenus, mais de mémoriser des chemins d'accès. Dans la lecture numérique, ce truc d'aller chercher par occurrence, comme ça, un terme à l'intérieur d'un ensemble, c'est 1000 fois supérieur évidemment à la table des matières, et la souffrance, elle est plutôt quand on revient dans le livre et qu'on n'a que, si on a un livre numérique, une édition numérique et une édition papier, croyez-moi qu'on va d'abord aller, pour Proust ou autre, aller la chercher dans l'édition numérique, et on découvre des tas de choses avec ces modes par occurrence, mais l'impression de relief, l'impression de se promener dans l'intérieur du livre, pouvoir aller de salle en salle dans le livre, ça marche tout aussi bien. Après, c'est une question de confort. Et là, par exemple, là j'ai une tablette, là j'ai un appareil à encre électronique. C'est quoi la différence? C'est que l'appareil à encre électronique, cet affichage, il bougera pas qu'on soit, par exemple, si on est en grand soleil, tandis que la tablette, évidemment, en plein soleil, avec elle, on sera totalement aveuglé. Si on lit la nuit, il y a tout simplement, je reviens ici, je passe à mon réglage, et évidemment tout ça peut même se faire avec des raccourcis bien plus, et puis la nuit, mon truc, je l'obscurcirai comme ça, je ne serai pas du tout ébloui, et je lirai avec un confort qui ne présente pas plus de fatigue que du papier numérique, et en tout cas bien moins de fatigue aussi que... C'est aussi dû à mes problèmes de vision probablement, que si je vais à lire un livre papier qui suppose d'avoir une lampe d'appoint, alors que là évidemment je peux lire dans la nuit complète. Une autre manière de lire aussi, c'est d'inverser carrément l'affichage. Si par exemple, je m'en sers beaucoup, par exemple si vous lisez en public, voilà, tiens, ça c'est un texte de conférence, oh non, pardon, c'est le texte d'une étudiante, mais typiquement, quand je suis sur iBooks, je règle mon truc en blanc sur fond noir, et croyez que sur scène, on n'a aucun reflet, par exemple, de l'iPad qui vous revient sur la figure, c'est d'une lisibilité sans aucun problème, etc., etc. Alors, après, c'est ça aussi la question. Est-ce que la question, elle est encre numérique ou tablette? Je suis passé tôt à la tablette. Voilà, ça, c'était la petite tablette Amazon, le Kindle Fire, qui a aussi d'autres avantages, ce qui fait passer comme ça une espèce de barillet, où vous disiez gardez le livre dans le barillet ou pas. Le dernier livre de Leslie Kaplan, non, il n'est pas téléchargé, mais il va se télécharger. Mais voilà, ça y est, il est déjà téléchargé. Vous voyez, alors qu'il était juste le titre, et je me promène dedans, je lis comme ça, et évidemment, l'avantage de la tablette, comment ça marche ici, je ne sais plus où est le bouton. Ouais, ici, il suffit de remettre le doigt, il n'y a pas de bouton sur le Kindle Fire. Je reviens sur mon petit icône maison, et puis là, ici, je peux avoir aussi bien, d'ailleurs, elles sont dans le barillet, mes applications, mon navigateur web, mon Facebook, ou mon Twitter, ou mon application mail, tout ça marche ensemble. Pour moi, il est là le déplacement, c'est-à-dire... est-ce que l'immersion profonde dans un texte impose de lire déconnecté? En fait, j'ai un petit peu dépassé ce truc-là. Moi, ce que j'aime quand je lis, est-ce que c'est gênant de faire un petit tour
sur Facebook où ouais, il faut faire gaffe, mais c'est pas ça la question. C'est que comment je mémorise, comment je fais mes extraits, comment je m'envoie une petite note ou un repère, comment en même temps que je lis, je vais aller voir sur Google Earth ou Google Street View ou sur Wikipédia de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est ce bled, dans quelle année se passait cet événement dont il est question, etc. Et c'est ça l'ouverture de la lecture. La lecture traditionnelle, est-ce qu'elle était différente? Non, on lisait dans des bibliothèques. Qu'est-ce que c'était la bibliothèque? La bibliothèque, c'était la mise à disposition comme ça d'un ensemble de ressources pour que la lecture concentrée, en même temps, soit une lecture travaillable, ouverte, composable. Eh bien, le rapport comme ça qu'installait le lieu bibliothèque avec ses ressources d'accès par rapport à la lecture concentrée sur table, parce que les bibliothèques vous mettent rarement des hamacs où vous autorisent à vous coucher par terre. Enfin, si on... Qu'est-ce que c'est beau, toutes les postures des corps dans les bibliothèques et cette diversité. Ben, l'appareil connecté, évidemment, fait que tout ça traverse par le même écran et que immédiatement on peut avoir, par exemple, son logiciel de prise de notes, Liceuse sur mon iPad en l'occurrence, si tu veux bien, et de rédaction, d'aide-mémoire ou de trucs comme ça, et que moi j'en ai besoin quand je lis. Donc voilà, je lis sur tablette. Tout ça pour en arriver où? Qu'est-ce que c'est celle-là? Ah ouais, ça c'est... Quand j'étais allé en Chine, il y a 1 an, c'était ce truc de l'UNESCO, et on avait été royalement dotés, chacun d'entre nous avait reçu une tablette, il est même marqué UNESCO là, derrière. UNESCO World Conference de je sais pas quoi, mais ce truc est collé, donc ça c'était marrant en fait. Il vous donnait une tablette gravée avec la référence du colloque Books, Technological Innovation, Future Technological Innovation, etc. Mais simplement il vous mettait la housse, et une fois que la housse est collée, la mention disparaît. C'est pas grave. Elle se mettait en marche par ici comme ça, mais je ne m'en suis pas servi depuis longtemps. Intéressant en même temps, vous voyez, par rapport à la culture chinoise, ce rapport comme ça de verticalité de la page, qu'est-ce que ça change? J'en ai des livres de poésie comme ça qui sont sur ce format-là. Ouais, bon, simplement, je ne m'en sers pas. Qu'est-ce que j'avais à dire? Pas plus que ça, un petit, appelons ça musée personnel de la lecture numérique. Juste vous dire que ce que j'ai dit en titre, si ça vous intéresse pas la lecture numérique, quelle importance? C'est pas grave. Ça a de l'importance pour les gens comme moi, par exemple, dans la mesure où comment on enseigne. Hop là, Artaud. Bon, Artaud en anglais qui arrive, mais regardez, un auteur aussi décisif que Henri Michaud. Il a laissé ça, Michaud. Et ça mériterait de regarder d'un peu plus près. Est-ce que j'ai quoi que ce soit de numérique de Michaud? Seulement ce que j'ai scanné et numérisé moi-même pour mes tâches d'enseignement. Et déjà, si je l'envoie à quelqu'un, j'enfreins les lois sur la copie et le droit. Michaud est mort en 84, il y a 30 ans. C'est bon, on n'a plus que 40 ans à attendre pour jouer avec les textes de Michaud et puis chercher le mot froid ou le mot cervelle ou le mot animal ou puis tout ça. Oui, si j'ai les deux, le livre papier, le livre numérique, c'est pour ça que ça craint plus la lecture numérique. Le passage est irréversible. Irréversible en ce sens que c'est là où où sont nos usages privés, nos usages de carnet, nos usages de correspondance, l'appropriation comme ça de la lecture et de l'écriture a toujours été indivisible. Près de l'homme du début du XXe siècle qui avait à côté de lui, comme Lovecraft, sa Remington 1906, qui avait ses carnets, qui avait ses dictionnaires, qui avait
avait son Encyclopédia Britannica et qui lisait le New York Times. Enfin non, il descendait au bistrot, lui, Lovecraft, lire le journal, sauf celui le magazine du dimanche que là il s'achetait. Tout ça était lié à son fauteuil à bascule, sa table de travail avec son globe terrestre, que c'est pas non plus, il faut en parler, et puis juste à côté, le petit guéridon rond, comme moi j'ai ce petit pupitre où il avait sa Remington. La lecture traditionnelle était ce monde composite et ouvert, mais où la relation au livre s'établit depuis ce rapport à l'intimité du carnet, de la réflexion, de l'information, de l'imaginaire vers le dehors par le globe terrestre, et ça l'empêchait pas d'aller marcher dans les rues de Providence ou dans les rues de New York. Et bien nous, ces choses-là se sont déportées dans nos ordinateurs, se sont déportées dans la façon que nous avons de circuler dans la journée entre chacun plusieurs écrans, et même peu importe la taille qui compte, c'est la largeur de la bande passante de la connexion Internet. Ça, c'est irréversible. Après, oui, on est dans la préhistoire. C'est l'évolution comme ça de ces outils, 2007, 2008, 2010, 2011, enfin 2009 à 2011, les rétroéclairés avec le petit Kindle Paperwhite qui vaut maintenant, je sais pas, même pas 70 €, quelque chose comme ça. Les questions liées à la tablette. On est encore dans la préhistoire. Vous voyez, notre rêve, évidemment, d'un outil de substitution ne s'est pas fait. C'est quelque chose qui est laborieux. Je pense que c'est pour ça que l'iPad, c'est une espèce de mode comme ça, incontestable. C'est-à-dire que là, ce n'est plus laborieux. Là, on a ce truc comme ça du doigt. Je pense qu'il y a même des applications qui fait qu'on peut le travailler au souffle et tout ça. Nous, on est bien dans notre truc. Alors évidemment, vous entendez, on vous bassine, tous ces journaux qui ont tellement peur pour leur propre existence ah oui, aux États-Unis, on est vendu 3% de moins. Bah ouais, maintenant, nos bibliothèques, elles sont faites. Après, c'est peut-être ça, je sais pas qui écoute encore, c'est pas grave, mais à quel moment, comment on fait pour s'en servir? Vous avez une application gratuite sur Internet qui s'appelle Calibre. Le seul mot Calibre suffit. Elle vous permet de gérer une bibliothèèque, de convertir d'un appareil à l'autre, de charger instantanément sur votre appareil ou de façon à garder juste le minimum sur chaque. Elle permet d'aller immédiatement se servir dans les grands dépôts de domaine public maintenant qui sont considérables. Wikisource, par exemple, c'est formidable de précision. Il y a 30 000 textes dessus. Ou alors maintenant, il y a un autre truc en disant ah ouais, la lecture numérique, c'est pour ceux qui étaient des fous de la lecture. Alors du coup, évidemment, eux, ils basculent au numérique et la lecture numérique, c'est pour les plus de 55 ans. Bon, il n'y a pas eu d'explosion, il n'y a pas eu la bascule. Eh ben tant mieux, il y a toujours les livres et tout ça. Soyez tranquille, rassurez-vous. L'important, c'est, pour nous qui travaillons dans le livre numérique, on voit une espèce de progression arithmétique. Ouais, c'est tranquille. Ça pose des tas de problèmes. Par exemple, sur mon site, on peut chercher sur Kindle, sur iTunes, mes titres comme ça individuels, mais sur mon site, je les mets tous en vrac. Et puis, c'est forfaitaire, c'est pérenne. C'est une logique qui est différente de celle du droit d'auteur. Il faut oser manipuler, s'aventurer, tester, mais de toute façon, c'est pas ça qui compte. La lecture numérique va bien, elle avance tranquillement.
on n'a pas besoin de militer pour elle. À quoi ça sert? Vous êtes bien avec vos lectures, profitez-en. Mais en vacances, vous voulez relire des Jules Verne, vous voulez vous télécharger dans n'importe quel supermarché où vous êtes et qui vous propose la Wi-Fi ou le premier bistrot du coin, acheter le dernier Connelly ou un très beau Schuiten et Peters, eh ben allez-y, ayez juste ce petit truc-là, comme ça, dans le fond du sac avec vous. Ça, et en même temps, qu'est-ce que c'est différent par rapport en quoi ça complète comme ça complètement le jeu du téléphone. Bon, c'est trop long, j'arrête. Ça sert ou ça sert pas, j'en sais rien. C'est pas grave. Finalement, c'est tranquille. Je me disais, tiens, je vais faire 3 minutes de pamphlet super en colère sur ceux qui nous emmerdent avec la lecture numérique, qui sont si contents de dire « Ah, qu'est-ce qu'ils ont pris dans la gueule, ça n'a pas marché !» Ben si, tranquillement, ça avance, ça marche, mais on ne fait pas la guerre. On n'est pas dans des modèles de guerre. On est dans notre amour du texte, l'histoire de ces supports. Bah, s'ils n'ont pas envie de partager les questions liées à cet amour, c'est pas bien grave. Mais bon.